Alors du coup, merci beaucoup. Je vais vous présenter le travail sur lequel je participe, donc qui est une revue systématique et méta-analyse sur l'estimation de la proportion de femmes enceintes atteintes d'une hépatite B chronique éligibles à la prophylaxie antivirale dans le cadre de la prévention de la transmission mère-enfant dans le monde. Le micro est coupé, attention. Ouais. Ah oui, c'est le micro qui est coupé. Ah oui, pardon, il y avait le micro coupé. Donc, du coup, je présentais juste le titre. Le titre, c'était bon, ça s'est coupé entre le titre et sur la première diapo. Voilà. D'accord, ah donc ça se coupe tout seul, très bien. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre si le micro se coupe à nouveau. Ouais. Du coup, le virus de l'hépatite B est à l'origine de 300 millions d'infections chroniques dans le monde en 2021. Et donc 95% des cas ont lieu dans des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, comme on peut le voir sur la cartographie ci-dessous, avec une grosse représentation de l'Afrique et de l'Asie. Ces infections chroniques sont également à l'origine de plus de 900 000 décès par an, majoritairement en lien avec des complications de la cirrhose ou bien avec le carcinome hépatocellulaire. Si on s'intéresse plus particulièrement au mode de transmission en zone d'endémie, on sait aujourd'hui que la transmission a majoritairement lieu chez l'enfant, donc principalement en périnatal de la mère à l'enfant pendant la grossesse ou bien au moment de la naissance, donc une transmission verticale, puis en bas âge et au cours des premières années de vie, donc avec une transmission qui va être horizontale, de la mère à l'enfant ou bien des enfants aux enfants. Le gros problème de la transmission chez l'enfant, c'est que 90% des cas vont évoluer vers une forme chronique chez l'enfant, contre seulement 5% chez l'adulte. Et qui dit forme chronique dit comorbidité et dit décès. Si on s'intéresse plus particulièrement à la transmission mère-enfant, on sait aujourd'hui que les femmes les plus à risque de transmission sont les femmes qui ont une charge virale élevée, donc une charge virale qui va être supérieure à 5,3 log, ou plutôt 200 000 unités internationales par millilitre. Et on le voit bien ici sur le graphique en dessous, que plus la charge virale augmente, plus le risque de transmission augmente également. Ces femmes enceintes avec une charge virale élevée, elles ont souvent un statut sérologique HBeAg, donc antigène HBe positif, puisque c'est un marqueur, un des marqueurs de la réplication virale, et qui peut donc être pris comme un proxy pour la charge virale. Il est important de noter quand même que ce profil sérologique est variable en fonction du génotype et dépendant du génotype, et que du coup, il y a des variations entre les régions. À droite, si on s'intéresse au risque de transmission en fonction des interventions, on voit que donc, à gauche, on a les femmes HBeAg+, donc on peut grossièrement dire les femmes à risque de transmission, et à droite, les femmes à faible risque. Et puis on voit que les interventions ont successivement permis de diminuer ce risque, donc avec d'abord la vaccination avec un schéma vaccinal complet, l'ajout d'une burst dose, donc d'une dose dans les 24 premières heures de vie chez l'enfant. Ensuite, l'injection d'une immunoglobuline dans les 24 premières heures de vie de l'enfant. Et puis enfin, chez les femmes à risque, l'introduction au cours du 3e trimestre d'un traitement antiviral prophylactique. On voit bien que le traitement antiviral est la dernière possibilité pour faire diminuer cette transmission, et qu'elle est moins intéressante, voire pas intéressante, sur ce graphique au niveau des mères HBeAg-, donc à faible risque. Si on s'intéresse maintenant aux dernières recommandations de l'OMS sur la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, eh bien on voit que classiquement, il y a un screening systématique au cours de la grossesse pour détecter les femmes infectées par le VHB. Ensuite, chez les femmes positives, on va réaliser une mesure de la charge virale, donc qui est par PCR. Donc là, on a déjà un premier problème, c'est la difficulté d'accès à la mesure de la charge virale par PCR dans certains pays endémiques. Et donc, dans ce cas-là, on peut passer par le test sérologique de l'antigène HBe. Ensuite, en fonction de ces résultats, on va pouvoir stratifier le risque en 3 groupes. Et nous, on va principalement s'intéresser au groupe des femmes à risque de transmission, à risque élevé. Donc, ce sont les femmes qui ont une charge virale élevée, ou bien lorsque la charge virale n'est pas disponible, un statut antigène HBe positif.
Ces femmes elles vont donc être éligibles à un traitement antiviral prophylactique, principalement à base de tenofovir, qui va être débuté à partir de la 28e semaine d'aménorrhée, donc du 3e trimestre. On a ensuite les interventions qu'on a pu voir précédemment systématiques avec la burst dose, le schéma vaccinal complet, et puis l'immunoglobuline lorsqu'elle est disponible. Aujourd'hui, les dernières discussions qui sont en cours pour l'actualisation de ces recommandations, ça serait de passer d'une stratégie de traitement d'une population sélectionnée à une stratégie treat all, donc c'est-à-dire de traiter toutes les femmes atteintes d'une hépatite B chronique au cours de la grossesse. Donc c'est pour répondre un petit peu, en tout cas donner des informations sur cette question-là que nous avons mené cette étude. Donc la question principale de recherche c'était quelle est la proportion de femmes enceintes infectées chroniquement par le VHB qui va être éligible au traitement prophylactique par antiviral au niveau mondial et régional. On l'a décliné en 4 questions. Les 2 premières qui sont l'objectif principal avec quelle est la proportion de femmes enceintes avec une charge virale élevée, quelle est la proportion de femmes enceintes avec un statut HBeAg positif, et ensuite 2 autres questions un peu plus secondaires avec quelle est la répartition de ces femmes enceintes au sein des sous-groupes définis par le statut HBeAg positif-négatif et par la charge virale élevée ou faible. Et enfin, au sein de ces sous-groupes, quelle est la proportion d'enfants contaminés par le VHB au final. Donc au niveau de la méthodologie, on a d'abord réalisé une revue de la littérature, une revue systématique, qui s'est appuyée sur des bases de données classiques, PubMed, Embase, Scopus, etc., avec une équation de recherche qui tournait autour de 3 grands mots-clés, l'infection à hépatite B, la charge virale et la grossesse. Au niveau du flowchart, on était à environ donc, 7000 articles au début, 3774 ont été screenés, 1311 lus et enfin 130 articles inclus dans la méta-analyse. Au niveau de la méta-analyse, on s'est basé du coup sur un modèle à effet aléatoire de type linéaire mixte généralisé qu'on a fait tourner via sur RStudio avec le package Meta et plus précisément MetaProp et MetaRay. Au niveau du flowchart de l'analyse, on a pu du coup inclure 130 articles en tout, 65 pour l'évaluation de la proportion de la charge virale, 124 pour le statut HBeAg positif, 38 pour la définition des sous-groupes, et enfin 11 pour la contamination au sein des sous-groupes. Si on passe aux résultats, pour la première question, voici un forest plot qui représente du coup la proportion de femmes enceintes atteintes d'une hépatite B chronique avec une charge virale élevée au niveau mondial par sous-groupe de région mondiale de l'OMS. Donc déjà, au niveau mondial, on arrive à un résultat, à une proportion de charge virale élevée de presque 21%, avec en première position la Western Pacific, donc le Pacific West, avec une proportion de 31%, et une représentation majoritaire de la Chine. Ensuite, si on s'intéresse à la deuxième région d'endémie, donc l'Afrique, on voit que la proportion est bien moindre, 12,45%. Donc c'est un résultat qui est assez intéressant et étonnant. Donc là-dessus, les éléments de discussion qu'on peut avoir, eh bien, il y a déjà un effectif d'articles qui est beaucoup plus faible, mais il y a également aussi un génotype viral qui est différent entre l'Asie et l'Afrique. Ensuite, pour l'Europe et le Moyen-Orient, les proportions sont faibles, hein, donc là c'est plutôt attendu avec 10% et environ 8%. Et enfin, au niveau de l'Amérique, une proportion à 22%. Donc là, c'est également élevé. Et là, pour le coup, l'Amérique, c'est vrai qu'on n'aurait pas attendu une proportion aussi élevée. Mais lorsqu'on regarde les articles qui sont publiés, il y a quand même une suspicion de population sélectionnée avec des articles qui sont majoritairement menés dans des centres hospitaliers tertiaires ou des centres de référence. Si on passe à la question 2, donc là, à nouveau, un forest plot qui représente la proportion de femmes enceintes avec un profil HBeAg positif. Donc là, au niveau mondial, on a des résultats qui sont semblables, avec 23,7%.
Toujours le Pacifique Ouest, donc l'Asie, avec une grosse représentation de la Chine en première position, avec une proportion de 34,4%, qui est tout de suite suivie par l'Asie du Sud-Est. Donc là, on a effectivement plus d'articles que pour la question 1, où finalement ça ne ressortait pas. Et là, on voit que la proportion est proche, avec 28%, ce qui est assez logique au niveau de la proximité géographique et surtout au niveau du génotype viral qui est semblable dans ces deux régions. L'Afrique, les résultats assez semblables aux résultats précédents, avec 15%, donc une proportion assez faible. Ensuite, l'Europe et le Moyen-Orient, qui donc des résultats également semblables, avec 10% et 9%. Et l'Amérique, toujours cette proportion assez élevée, avec 22%, et des arguments qui vont être les mêmes que pour la charge virale. Au niveau de la question 3, donc on a voulu représenter par un histogramme empilé les différents sous-groupes de femmes enceintes en fonction du statut charge virale et HbAg. Donc là, on voit de droite à gauche, donc du plus rouge au moins rouge, les femmes enceintes avec une charge virale élevée et un statut HbAg positif. Ensuite, les femmes enceintes avec une charge virale élevée et un statut HbAg négatif. Les femmes enceintes, donc dans encore moins rouge, avec une charge virale faible et un statut HbAg positif. Et enfin, les femmes enceintes avec une charge virale faible et un statut HbAg négatif. Ce qui est intéressant, il y a deux choses assez intéressantes dans cette figure. Ça va être dans un premier temps de voir que les femmes qui vont être éligibles au traitement, c'est-à-dire qui sont à risque de transmission, représentent environ 20%, un peu moins de 20% des femmes enceintes atteintes d'une hépatite B chronique, et qu'il y a une grosse variabilité entre les différentes régions, puisqu'on voit bien que le rouge foncé et le rouge moins foncé ici sont très présents en Asie et beaucoup moins en Europe, et effectivement moins également en Afrique. Donc maintenant pour la quatrième question, on a ici 4 forest plots qui représentent la proportion de contamination au sein des 4 sous-groupes présentés précédemment. Donc si on s'intéresse d'abord à la charge virale, aux femmes avec une charge virale élevée, on voit que la proportion de contamination ou plutôt de transmission de l'hépatite B chez l'enfant est la plus importante, avec 5,10% chez les femmes enceintes avec une charge virale élevée et un statut HbAg positif, et 2,5% avec une charge virale élevée et un statut HbAg négatif. On a également classé en fonction des différents types d'interventions qui étaient référencés dans les articles pour essayer de voir un petit peu l'impact de ces derniers, mais au regard des effectifs, reste difficile de conclure sur l'impact de ces interventions. Si on passe ensuite au statut HbEAg, on voit maintenant que chez les HbEAg positives avec une charge virale élevée, eh bien, la proportion est très élevée, la plus élevée. Mais chez les HbEAg positifs avec une charge virale faible, cette fois-ci, la proportion est beaucoup plus faible, avec 0,42% de transmission du VHB à l'enfant. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, puisque ça souligne un petit peu le rôle de proxy de l'HbEAg plutôt que d'un rôle indépendant dans le risque de transmission du virus. Et enfin, lorsqu'on s'intéresse à la catégorie des femmes enceintes avec une charge virale faible et un statut HbEAg négatif, donc les femmes qui ne sont pas éligibles au traitement antiviral et qui ne sont considérées comme à faible risque de transmission, eh bien, il y a une cohérence puisqu'on voit qu'on est à 0,09% de transmission du virus, donc ce qui est vraiment beaucoup plus faible que les autres différents sous-groupes. Donc en conclusion, on a environ 21% de femmes enceintes avec une charge virale élevée, environ 24% de femmes enceintes avec un statut HbEAg positif. Donc, on est environ 20% de femmes enceintes qui vont être éligibles aujourd'hui, selon les recommandations de l'OMS, à un traitement antiviral prophylactique, car considéré à risque élevé de transmission du VHB.
Donc, si on revient à la discussion de tout à l'heure sur la stratégie de Treat All, on est à un peu moins de 80% de femmes qui vont être considérées à très faible risque dans le monde aujourd'hui de transmission. Donc, il y a quand même des arguments qui peuvent se placer contre cette stratégie de Treat All. Après, tout dépend du seuil que l'on garde du seuil tolérable, en tout cas, de transmission du côté de ces femmes avec un faible risque. Et pour terminer rapidement, donc là, on termine tout juste l'analyse des données. Donc, il y a encore des choses qui sont en travaux. Au niveau des forces de cette étude, on est la première méta-analyse qui porte vraiment sur ce sujet du MTCT. On a des effectifs d'articles inclus qui est quand même assez important, et puis beaucoup de cohérence avec la littérature et puis avec la logique biologique. Au niveau des limites, ce qui ressort pas mal, c'est l'hétérogénéité méthodologique entre les articles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de différents types d'articles, avec des articles plutôt orientés biologie fondamentale, d'autres avec des cohortes prospectives qui vont plutôt évaluer des programmes de vaccination ou d'intervention. On a une surreprésentation de la Chine, et donc de la région Pacifique Ouest, et inversement une sous-représentation de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est dans les publications, qui sont également une zone importante au niveau de l'endémie. Et du coup, voilà, juste un merci à l'ensemble de l'équipe qui travaille sur cette étude, et merci de votre écoute. Merci beaucoup, Hugues. Oui. Voilà, je lance le débat. Voilà, je ne sais pas s'il y a déjà des volontaires à poser des questions. J'essaie de m'orienter là avec les mains. Donc, je surveille les participants. J'ai vos noms. Voilà, donc il y a une première question qui vient de Jeanne, de Perpétue. Vas-y. On ne t'entend pas, Perpétue. Micro coupé. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour ta présentation, très intéressante. J'ai une petite question, si c'est permis de ma part, sur la question Q4, que tu as montré le statut sur le risque de transmission chez les enfants par le statut antigène HBe et la charge virale. Ouais. Est-ce que tu n'as pas fait cette analyse aussi par région en sous-groupe? Alors, l'effectif est très faible, on est sur 13 cohortes pour 10 articles. Donc, on a déjà fait par intervention, et du coup, par région, en fait, c'est assez rapide. Il y a que 3 régions qui sont représentées déjà, et on pourrait le faire, mais après, on est vraiment sur des effectifs faits, donc j'ai peur que ça soit du découpé sur découpé. Mais on y a pensé également. Ouais. C'est bon, Perpétue, tu es satisfaite de la réponse? Oui, je vais avec lui plus. D'accord, ok. Merci. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. En attendant, je me lance un peu. Merci, Hugues. C'est très intéressant parce que, tu vois, quand on voit, bon, revue systématique sur une prévalence, on s'est dit, bon, d'accord, voilà, mais en fait, en regardant les résultats, les enjeux d'hier, c'est passionnant. En fait, on peut développer plein d'hypothèses, etc. Donc, du coup, je m'intéresse un peu à la Chine. Alors, j'avais en tête que l'hépatite B en Asie était voilà, un problème plus important, mais là, on arrive un peu à des chiffres quand même assez impressionnants. Est-ce que tu connais un peu plus sur voilà, l'épidémiologie, la hépatite B en Chine? Est-ce qu'il y a une épidémiologie qui est très particulière? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, est-ce que c'est connu qu'il y a eu des événements? Alors, c'est autre chose que l'hépatite C en Égypte, bien sûr, mais quelque part, ou est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui peut être un peu... Est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui rendent la population plus vulnérable ou les femmes enceintes plus vulnérables à aussi avoir des charges virales très élevées? Oui, alors c'est vrai que quand on regarde la prévalence entre l'Afrique et l'Asie, c'est une prévalence qui est assez proche.
Après, c'est vrai que la Chine, par exemple, ayant une population vraiment beaucoup plus importante, ça fait quand même beaucoup plus de cas. Et après, si on s'intéresse plus particulièrement effectivement à la charge virale et au statut HbEAg, la Chine est vraiment là, pour le coup, a une prévalence beaucoup plus importante sur ces deux marqueurs-là. Et en fait, de ma compréhension, et je laisserai sûrement Yusuke compléter parce qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi, mais au niveau de la Chine, on a un mode de transmission qui est très héréditaire et un génotype en fait viral, qui est le génotype C, qui est beaucoup plus propice de par en fait le profil HbE positif, propice à avoir des femmes qui vont garder une charge, qui vont s'infecter à la naissance, garder une charge virale élevée plus longtemps et du coup être en mesure de transmettre à l'enfant suite à la grossesse. Donc, qui est du coup un mécanisme qui est un peu différent en Afrique, en lien notamment avec surtout par rapport au génotype. Après, sur les grands événements et on va dire les comportements sociaux là-dessus, je pourrais pas m'avancer. J'ai pas l'expérience ou la connaissance. Merci. Je ne sais pas, Yusuke, si tu veux commenter ou. Donc, on retient que c'est plutôt le génotype viral qui joue là sur cette grande différence. Ouais. En tout cas, c'est la grande différence aussi qui ressort et qui correspond aux résultats qu'on trouve là dans les proportions sur ces deux marqueurs, ouais. Qui est un peu lié aussi au statut HbEAg. Et est-ce qu'il y a un peu une question, toi, on va dire, distribution spatiale, risque d'importation de génotypes est-ce qu'il y a des réflexions par rapport à ça? Toi, comme avec voilà, la grippe, etc., on craint que, ou bon, c'est un autre mode de transmission, bien sûr, et d'infection, mais est-ce qu'il y a eu genre exportation de ces génotypes, entre guillemets, plus dangereux du coup? Ouais, en fait, ce qu'on voit surtout, c'est que les études, par exemple, les études américaines, où on voit que cette proportion de charge virale et d'HbEAg est élevée. C'est une population qui est souvent une population immigrée d'origine chinoise ou d'origine asiatique et qui va un peu gonfler ces chiffres et en fait, qui vont être surtout le foyer majeur d'hépatite B dans le pays. Mais après, au niveau de la circulation ensuite, de par les programmes de vaccination qui sont en place, et puis les moyens beaucoup plus importants au niveau du screening, que ça soit au moment de la grossesse ou de la naissance et des interventions, je pense que le risque de dispersion, on va dire, de ce génotype-là, il est très réduit. Mais encore une fois, là, je m'avance un peu, je laisserai Yusuke s'il le veut compléter. On se tourne vers Yusuke qui est caché là quelque part, mais bon, j'ai peur qu'il soit occupé, malheureusement. Il est peut-être déjà en train de. Désolé, j'étais sur le téléphone. Oui, j'étais sur le téléphone. Je ne pouvais pas, bien suivre. Désolé. D'accord. Non, mais il y a un peu une question sur. Alors, on a compris que c'est les génotypes en fait qui expliquent pourquoi il peut y avoir des grandes différences de prévalence de charge virale élevée et de antigène E élevé. Et c'était la question, est-ce qu'il y a un risque d'exportation, etc. Et Hugues expliquait que c'est quelque part, bon, comme c'est une transmission verticale, générationnelle, intergénérationnelle, en fait, les génotypes restent quand même un peu dans les lignées familiales quelque part, ou donc, voilà, d'origine, etc. Et en Amérique du Sud, il n'y a pas eu comment dire, de spill-over dans le reste de la population. Ça reste plutôt en niche. Donc, tu confirmes un peu cette. Oui. Donc, justement, au niveau de distribution de génotypes, en Asie de l'Ouest, par exemple, en Asie d'Est, par exemple, c'est B et C. En Afrique de l'Ouest, c'est D et U. Donc, c'est très différent déjà. Et aussi, la transmission mère-enfant, même, je pense que notre hypothèse, c'est que c'est la cause de transmission mère-enfant de prochaine génération. Parce que les enfants qui sont devenus porteurs chroniques à cause de la transmission mère-enfant, ils ont plus de chances d'avoir une réplication virale prolongée jusqu'à l'âge de procré. Et du coup, les filles elles-mêmes, elles deviennent les mères qui transmettent les virus au bébé. Et c'est la différence avec la transmission horizontale. Donc, ça veut dire que la transmission mère-enfant, c'est succédé génération par génération. Du coup, est-ce qu'il y a un sens de cibler la recommandation? Parce que si on comprend bien, vous faites cette analyse pour guider la recommandation.
d'un traitement généralisé ou bien après test seulement, charge virale, est-ce qu'il y a du sens de dire cette recommandation doit être distincte, doit distinguer entre la région géographique? Mais après, justement, là où il y a plus de bénéfices de stratifier le risque, donc c'est-à-dire, par exemple, en Afrique subsaharienne, c'est là où il y a moins d'accès à la charge virale, par exemple. C'est ça le problème. Ouais. Mais justement, comme je pense Perpétua a présenté il y a quelques mois, donc il y a un nouveau outil comme un HVCR qui peut être un bon outil comme alternative de la charge virale. Donc, on va vers dans ce sens-là. Donc, stratification de risque, ça reste important, mais en utilisant un outil bien adapté au terrain. Oui, mais en même temps, dire en Chine, ça aurait du sens de faire une politique de traitement généralisé. Est-ce que tu penses qu'en Chine, ça aurait du sens? Bah, c'est très controversial. Hier, j'ai eu la TC avec l'OMS et modélisateur aux États-Unis pendant 2 heures par rapport à ces traités de tout le monde. C'est vraiment un débat actuel très, très chaud. Mais moi, je ne suis pas du tout pour. Donc, dans la Chine, oui, ça va. Si le pays peut prendre en charge. Mais apparemment, la recommandation est sortie il y a quelques mois. Mais apparemment, j'ai entendu dire que finalement, les gens doivent encore payer. Donc, ce n'est pas du tout le pays qui prend en charge. Et en Afrique, cette recommandation est compliquée. Donc, c'est-à-dire que le médecin doit dire aux patients qu'on vous n'avez pas d'argent pour faire la charge virale, du coup, on ne sait pas vraiment est-ce que vous êtes éligible pour le traitement, mais c'est mieux que vous soyez protégé par le traitement, donc je vous donne le traitement à vie. Mais est-ce que les patients, ils acceptent ça? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à considérer. Oui, donc du coup, c'est très complexe et beaucoup de facteurs à prendre en compte dans cette décision. Donc, besoin de plus de méta-analyse, plus raffinée. Tout à fait. Très bien. Bon. C'est bon pour l'avis du chercheur. Non, mais c'est passionnant, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Je regarde, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être une dernière question qui serait possible avant de passer la parole à Laura. Non, il n'y a pas de volontaire pour une question. Du coup, merci beaucoup Hugues pour cette présentation et cette illustration de cette thématique. Et donc, Laura, voilà, à toi. Ouais. Merci Hugues pour la présentation, c'est très intéressant en effet. Alors, moi, je vais vous partager mon écran. Hop. Voilà. C'est bon, vous voyez la présentation? Ok. Oui, c'est bon. Ouais, alors donc en fait, j'ai bon, en, en l'absence de, je vous ai trouvé que c'est souvent moi qui présente parce que j'ai déjà présenté il n'y a pas longtemps. C'est pas que je veux monopoliser la parole, hein, très honnêtement, c'est juste que voilà, en l'absence de jeunes chercheurs chez nous qui étaient motivés pour parler en mars, j'ai fait le choix de vous présenter un travail qui vient d'être publié en fait et qui est un travail que nous avons réalisé collectivement au laboratoire Mesure, donc en associant quasiment tous les membres du labo qui étaient présents au moment où on a travaillé dessus en 2021. En incluant les stagiaires, les doctorants, les post-doctorants, les permanents, enfin voilà, tout le monde. Et donc ce travail, en fait, vous savez ou vous ne savez pas d'ailleurs que dans le labo Mesure, on a deux grands axes de recherche, un sur le risque infectieux et un autre sur tout ce qui est santé au travail. Et donc on s'est dit qu'on pouvait, si on voulait associer tout le monde sur un travail de groupe, ce serait intéressant d'essayer de croiser ces deux grands axes, hein. Et l'idée qu'on a eue, c'était d'essayer d'estimer l'impact qu'avait eu, de chiffrer, hein, l'impact qu'avait eu la pandémie de Covid et plus spécifiquement la première vague pandémique pour les entreprises françaises. Donc en termes d'arrêt maladie, qu'est-ce que ça leur avait coûté en fait, voilà, cette première vague. Et alors, il faudrait que ça marche. Voilà. Et donc bien sûr, on savait hein, tous que les vagues épidémiques de Covid avaient eu un fardeau important en termes d'arrêt maladie, notamment sur ces premières vagues, qui étaient avec une incidence, comme tout le monde sait, hein, élevée, une forte sévérité.
Ce fardeau a été chiffré dans certains pays et on peut voir que dans les quelques études qui ont été publiées, il y en a 3-4, enfin il y en avait 3-4 au moment où on a commencé ce travail, que c'était extrêmement variable. Donc, par exemple, en Espagne, il avait été évalué comme très lourd, ce fardeau, hein, avec une augmentation de plus de 40% des coûts d'arrêt maladie en mars 2020 par rapport à la même période sur les années précédentes, alors qu'aux États-Unis, il était négligeable, sauf dans certains secteurs professionnels bien spécifiques, hein, de première ligne. Probablement en lien avec le fait qu'il n'y avait pas de prise en charge, hein, de ces arrêts maladie aux États-Unis. Voilà. Le contexte français, dans le contexte français, en fait, il y avait pas de quand on s'est décidé sur ce sujet-là, il n'y avait pas de quantification disponible, pour la France, pas de données pour quantifier ce fardeau en termes d'arrêt maladie, mais on avait l'a priori que c'était un contexte qui était plutôt favorisant puisqu'il y a une réglementation qui a été, si vous vous en souvenez, mise en place, très rapidement, dès mars, 2020 en France, avec la suppression du jour de carence, dans les arrêts maladie pour les arrêts covid. Et puis, l'inclusion là-dedans de tous les arrêts pour cas contact. Donc dès lors qu'on était cas contact covid, on pouvait prendre un arrêt maladie pris en charge dès, le jour 1. Voilà. Et tout ça, c'est un enjeu qui est extrêmement important pour les entreprises, parce que, on parle les arrêts, ça leur, coûte, économiquement, ça leur coûte également en termes de fonctionnement, de logistique, on va dire. Donc être capable d'une part d'évaluer, ce que l'impact qu'ont eu ces vagues pandémiques, de ce point de vue-là, c'est très important pour les entreprises et puis c'est évidemment dans l'idéal, ce qu'elles aimeraient, c'est, être capable d'avoir une approche un peu prédictive, c'est-à-dire au moins en temps réel ou à quelques semaines avec quelques semaines d'avance, être capable d'anticiper, les conséquences en termes d'absence au travail que va avoir une vague épidémique, hein, que ce soit des épidémies saisonnières ou des épidémies, voilà, plus exceptionnelles, comme celles qu'on a connues. Et donc l'objectif était double. En fait, d'une part, on voulait donc quantifier le fardeau en termes d'arrêt maladie de la première vague pandémique en France, donc plus précisément sur la période mars, avril, mai 2020. Et puis d'autre part, on voulait en fait construire, enfin une sorte de preuve de concept et construire une sorte de framework, enfin d'outils qui permettent une démarche, hein, qui permettent de chiffrer le fardeau en termes d'arrêt maladie d'une vague épidémique, qui serait ensuite mobilisable dans le futur, hein, sur de futures épidémies. Alors, pour ça, on a développé une méthodologie que je vais vous détailler, hein, qui combinait en fait 4 sources de données. Alors à chaque fois, c'est des sources de données stratifiées par région, française et par âge, hein, par classe d'âge. Donc des données démographiques, qu'on a repris simplement, de l'INSEE, hein, la pyramide des âges des actifs, voilà. Une enquête, hein, alors on a une chaire partenariale, hein, qui s'appelle Entreprises et santé avec, un gros assureur, hein, qui est Malakoff Humanis et donc on a eu accès, à leurs données, brutes d'une enquête qu'ils avaient réalisée pendant les différentes vagues covid sur les arrêts maladie et les causes d'arrêt maladie. Donc on a pu, avoir des informations sur les liens entre les arrêts maladie et les symptômes ou les cas contacts de covid. Pour les cas contacts, on a eu les données, de l'enquête SocialCov qui a été développée, par, l'Institut Pasteur, hein, sur les contacts, les patterns et la fréquence et la durée des contacts pendant la première vague, pandémique. Enfin, ça a été poursuivi depuis, mais on a utilisé celle de la première vague pandémique. Et puis, pour les données, épidémiologiques, alors, là, ce qu'on voulait, c'était avoir, la véritable incidence, hein, cachée ou non observée, de l'infection, Covid, symptomatique dans la population, française. Et donc on n'a, pas utilisé les données, de cas, détectés positifs, qui étaient disponibles. On a utilisé des données, reconstruite à partir d'un modèle mathématique de transmission pour, structurer donc pareil par région et par âge pour avoir une idée de, l'incidence totale. C'était en collaboration avec, Pascal Crépé, donc c'est un modèle qu'après ils ont publié aussi, en collaboration avec l'équipe de Simon Kochmes. Voilà, alors, donc ces différentes sources de données que je viens d'évoquer ont été utilisées, à la fois donc les données INSEE, les données, issues du modèle et les données issues de l'enquête MH pour évaluer la fréquence, de Covid chez les personnes en arrêt maladie
sur la période d'études, ont été utilisés pour calculer le nombre total d'arrêts maladie pour Covid par âge et par région. Donc, c'est ce qu'on appelle dans la suite les SSL, les symptomatic sick leave en anglais, hein, donc les arrêts maladie pour Covid symptomatiques. Et puis d'autre part, en couplant ça avec les données SocialCov et en extrayant de l'enquête de Malakoff Humanis la fréquence des cas contacts chez les personnes en arrêt maladie, on a pu calculer le nombre par âge et par région d'arrêts maladie pour cas contact Covid. Donc ça, c'est les CSL, les contact sick leave. Alors, bon, je vais rentrer dans des trucs un peu plus techniques, mais sur concrètement, comment on a fait pour calculer ça, je ne vous donne pas forcément tous les détails, mais on a fait des calculs, voilà, hein, donc de probabilité pour une classe d'âge donnée, une région donnée et un temps donné de la période de mars à mai 2020, de prendre un arrêt pour Covid symptomatique, en disant que bah, c'était la probabilité d'être en emploi, donc on supposait voilà, indépendante du temps, hein, sur cette période de 3 mois, multiplié par la probabilité de prendre un arrêt pour Covid symptomatique si on était en emploi, en fait, on a supposé indépendante du statut d'emploi, et ça, c'est une grosse hypothèse, hein, je reviendrai dessus à la fin, mais on n'avait juste pas de données pour informer ça mieux. Et qu'on a multiplié par la probabilité de prendre un arrêt, sachant que on avait un Covid symptomatique, et celle-là, on a supposé qu'elle était indépendante du temps, de l'âge et de la région. C'est-à-dire que, en fait, c'était le simple fait d'avoir des symptômes qui décidaient ou pas, avec une certaine fréquence, de la probabilité de prendre un arrêt. Voilà. Pour le terme le plus donc pour la probabilité d'être en emploi, je viens de le dire, on a utilisé les données de l'INSEE par âge et par région. Et pour calculer la probabilité que je viens d'évoquer là, donc de prendre un arrêt sachant qu'on était en Covid symptomatique, eh bien, pour ça, on a utilisé une formule de Bayes. Donc on a inversé cette probabilité conditionnelle pour l'exprimer comme la probabilité de prendre un Covid symptomatique sachant qu'on était en arrêt maladie. Et ça, c'était une information qu'on avait directement dans l'enquête de Malakoff Humanis, multiplié par la probabilité, tout simplement la fréquence des arrêts maladie sur toute la population active française pendant la période d'enquête. Donc ça, c'est aussi une des données qu'on avait de chez Malakoff, et rapporté à la probabilité cumulée sur la période d'enquête d'avoir fait un Covid symptomatique. Et ça, de même que la probabilité par âge, région et date de Covid symptomatique, c'était sorti du modèle mathématique. Voilà. Donc, ça, c'était pour les SSL, donc les arrêts maladie symptomatiques. Et puis, on a fait le même genre de choses pour les arrêts maladie pour cas contact, où on a cette fois-ci décomposé les arrêts pour cas contact en probabilité d'être en emploi, multiplié par la probabilité de prendre un arrêt maladie pour contact, cas contact, sachant qu'on est en emploi, multiplié par la probabilité de prendre, d'être un cas contact, pardon, sachant qu'on est en emploi, multiplié par la probabilité de prendre un arrêt si on est cas contact. Et donc, pour ça, pour le premier terme, donc le premier terme, on a utilisé les données INSEE. Pour le deuxième terme, la probabilité d'être cas contact, sachant qu'on était en emploi, on a utilisé principalement les données de l'enquête SocialCov que j'ai mentionnée, ainsi bien sûr que les sorties du modèle mathématique pour la prévalence du Covid symptomatique. Alors pour être un peu plus précise, en fait, dans les données SocialCov, on avait des informations sur les taux de contact en fonction des âges des deux personnes impliquées dans le contact, et en fonction du statut d'emploi. Donc, est-ce qu'on était en emploi ou pas en emploi? Et si on était en emploi, est-ce que c'était un emploi en télétravail ou pas en télétravail? Et on les avait aussi en fonction de lieu de contact. Donc, est-ce que c'était un contact au domicile, avec des proches en dehors du domicile, ou carrément ou sur le lieu de travail? Et donc, on a tenu compte de ces différents chiffres en se focalisant uniquement sur les individus en emploi. Et donc on a pu, pour chacun de ces lieux et types d'emploi, en fait,
calculer le nombre, déduire de cette enquête le nombre de contacts avec des individus d'une certaine classe d'âge, qu'on a multiplié à chaque fois par la prévalence de Covid symptomatique chez les individus de cette même classe d'âge et de la même région au jour témoin d'eux. Alors, on a rajouté un lag de 2 jours pour que les personnes soient potentiellement contagieuses. Voilà. Et il me reste à expliquer le tout dernier terme du produit, de la formule, donc la probabilité d'être en arrêt, enfin de prendre un arrêt cas contact, sachant qu'on est effectivement cas contact. Et donc ça, en fait, ça dépendait principalement de la fréquence de notification des contacts, qu'on a supposé être à 100% quand les contacts avaient lieu dans le foyer et 80% en dehors. Alors, c'est des hypothèses assez fortes, mais on a fait une grosse analyse de sensibilité, vous verrez tout à l'heure. Et puis, ça dépendait aussi de la probabilité de prendre un arrêt, sachant qu'on avait une notification d'être cas contact. Et ça, c'était des données qu'on avait dans l'enquête de Malakoff. Voilà, alors je vais vous montrer quelques résultats que nous avons pu obtenir. Donc, le premier résultat qui était attendu, hein, c'était ce que je vous ai dit en introduction, c'est qu'en effet, on a pu confirmer que le fardeau en termes d'arrêt maladie pour les entreprises françaises a été extrêmement important. On l'a estimé, ce fardeau, au total, à peu près 1,8 million d'arrêts maladie, dont presque 1,4 million d'arrêts maladie pour cas contact et 0,4 million d'arrêts maladie pour Covid symptomatique. Et avec une prévalence au pic des arrêts maladie à presque 700 000 arrêts maladie à jour donné, dont les 3/4 étaient des arrêts maladie pour cas contact. Donc, l'analyse de sensibilité dont je vous parlais, en faisant varier le taux de notification entre 25% seulement et 100%, on fait qu'on estime en fait ce fardeau en nombre cumulé d'arrêts maladie entre 0,8 et 1,9 million. Donc, évidemment, on a une gamme plus large. Voilà. Les arrêts maladie, donc vous avez vu qu'ils étaient principalement, enfin en grande majorité des arrêts pour cas contact. Et dans les arrêts pour cas contact, en fait, ce sont majoritairement des arrêts pour cas contact au sein du foyer. Voilà. Alors ça, c'est le fardeau global. Après, donc comme on a fait des analyses qui étaient stratifiées par région et par âge, on a pu étudier la variabilité géographique et d'une manière pas non plus très inattendue, hein, on a pu montrer qu'il y a eu une très grande variabilité géographique de ce fardeau en termes d'arrêt maladie, avec les régions les plus touchées qui étaient celles du nord-est et puis de l'Île-de-France. À la fois en absolu et puis en rapportant ça à la taille de la population active. Ici, sur la carte qui est représentée, c'est le taux d'attaque hein, en pourcentage de la population active, donc qui est supérieur à 10% en Île-de-France et en Grand Est. Et des pics d'incidence journalière qui ont été extrêmement variables aussi, hein, d'incidence journalière des arrêts maladie, avec un pic à seulement 210 arrêts maladie en Corse le 22 mars et à 33 000 en Île-de-France le 27 mars. Et dans toutes les régions, on retrouve ce phénomène que je vous ai montré sur la diapo précédente, ce qui est que les arrêts maladie étaient principalement des arrêts pour cas contact, plus que des arrêts pour Covid symptomatique. Alors bien sûr, ça c'était quelque chose qui n'était pas inattendu dans la mesure où on sait tous que cette première vague pandémique, comme les suivantes aussi d'ailleurs, a présenté une grande disparité géographique et qu'elle n'a pas touché toutes les régions avec la même intensité et au même moment. Cependant, ce qui était intéressant ici, c'est qu'on a montré qu'en fait, cette variabilité géographique des arrêts allait au-delà de la variabilité géographique purement explicable par l'épidémie elle-même. Et en fait, le poids des arrêts maladie au niveau régional n'est pas proportionnel, comme on peut le voir sur le graphique ici, au poids épidémiologique local des Covid symptomatiques. Donc, ce qu'on a sur ce graphique, en rouge, c'est la distribution des Covid symptomatiques en proportion du total, hein, la somme fait 100%, suivant les différentes régions françaises. En orange, c'est la distribution des arrêts maladie pour Covid symptomatiques et en bleu, la distribution des arrêts maladie pour cas contact. Et donc, on voit que ce n'est pas la même distribution.
et notamment qu'il y a une surreprésentation de l'Île-de-France qui ne représente que, entre guillemets, 37% des cas Covid français sur la première vague, mais 42% des arrêts maladie. Et à l'inverse, une sous-représentation du Grand Est qui représentait 16% des cas, mais seulement 14% des arrêts. Et ça, c'est explicable par un certain nombre de facteurs distincts qui ont trait à la pyramide des âges, enfin la pyramide des âges et de la population active, donc la proportion de la population en activité par âge dans chaque région, qui n'est pas la même dans chaque région, et également la structure des contacts par région. Voilà. Et donc, si on s'intéresse plus spécifiquement à la question de l'âge, en fait, ce qu'on voit si on regarde la distribution en violet, là, qui est la distribution des arrêts maladie liés au Covid par classe d'âge entre 20 et 65 ans. Ah oui, d'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas précisé, mais tout au long de cette étude, on s'est intéressé uniquement à la population des 20 à 65 ans, hein, puisqu'on s'intéressait à la population active. Voilà, c'était implicite, mais je le précise. Donc, quand on regarde dans cette distribution en violet des arrêts maladie pour Covid, enfin liés à Covid, on voit qu'elle est évidemment pas du tout uniforme en fonction de l'âge et que donc on a un pic chez les 45 à 49 ans et un min chez 60 à 64 ans, ce qui est assez cohérent avec les taux d'emploi par âge et puis aussi la répartition par âge des arrêts pour cas contact qu'on voit en bleu et dont on voit qu'ils sont aussi à pic très fort chez les 45-49 ans. Donc, c'est pas que la pyramide, enfin les taux d'emploi par âge qui expliquent ça, puisque si je regarde les arrêts pour Covid symptomatique, là, on est beaucoup plus uniforme sur toute la catégorie d'âge centrale entre 30 et 55 ans, en gros. Voilà. Et une chose que je ne vous montre pas sur ce graphique-là, mais qu'on a également observé, c'était que cette répartition par âge des arrêts, elle était extrêmement variable d'une région à l'autre. Et par exemple, ce pic chez les 45-49 ans n'est pas observé dans toutes les régions. Dans les régions Centre-Val de Loire et en Normandie, la fréquence la plus élevée des arrêts maladie, c'était chez les 20-24 ans. Pareil, à cause de la structure des contacts principalement. Voilà. Donc, pour finir sur cette présentation-là, donc, comme je vous l'ai dit, donc c'est une étude qui présente le principal intérêt finalement d'être l'une des premières et la première au niveau français en tout cas à quantifier cet impact de la première vague de Covid en termes d'arrêt de travail et ce faisant d'offrir un cadre qui pourra être adapté alors à d'autres vagues épidémiques et potentiellement même utilisé de manière un peu plus prédictive, alors avec des adaptations évidemment, enfin prédictives à court terme, hein, pour aider les entreprises à planifier leurs activités, ce qui correspond à une demande assez forte, hein, dont on discute avec nos partenaires voilà, professionnels. Alors, les résultats que je vous ai présentés là sont à interpréter dans le contexte d'un certain nombre de limites, notamment le fait qu'on n'a pas du tout pris en compte les infections asymptomatiques qui peuvent être importantes si jamais, contrairement parce que la première vague, de toute façon, on n'avait que de la PCR et on n'y allait que si on avait des symptômes principalement, ou si on était cas contact, mais qui peuvent devenir à l'origine d'arrêt maladie dans des contextes où le dépistage est beaucoup plus généralisé, avec notamment des autotests largement disponibles. Et on n'a pas non plus pris en compte les Covid longs et donc les arrêts de travail. Là, la durée d'arrêt de travail qu'on a prise en compte, c'était la durée moyenne dans l'enquête Malakoff Humanis aussi, hein, qui était une durée pour des Covid courts, je vais dire, enfin voilà, pas les Covid longs en tout cas. Alors, par ailleurs, on a supposé, je l'ai évoqué tout à l'heure, que le risque d'être infecté était indépendant, ou bon, oubliez le S, indépendant, du statut professionnel, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est
une limite forte, puisqu'on sait bien que certaines professions, notamment les travailleurs de première ligne, ont pu être à risque beaucoup plus élevé d'être infectés que d'autres professions. Voilà. On n'a pas tenu compte dans les présentations des résultats là, de l'incertitude associée aux prévisions du modèle mathématique pour la prévalence de Covid. Donc, ça aurait permis d'avoir des intervalles, au-delà de l'analyse de sensibilité réalisée, hein, d'avoir des intervalles de confiance autour de nos estimations. Voilà. Et puis, les données de contact qu'on a utilisées sont des données de contact qui proviennent de l'enquête SocialCov, qui a elle-même un certain nombre de limites, notamment parce que ce sont des contacts autodéclarés et que c'était une enquête sur la base du volontariat sur Internet dans laquelle il y a une surreprésentation d'une certaine frange de la population, notamment plus de femmes, des CSP plus élevés et une surreprésentation des télétravailleurs. Voilà. Voilà, donc merci. Alors j'ai mis une petite photo où on voit, une grande partie de l'équipe, hein, puisque finalement comme je vous le disais, c'était un travail de groupe. Donc par ailleurs, c'est voilà, juste, pour la petite anecdote, puisque j'ai commencé par ça, je peux terminer par ça aussi, hein. C'est quelque chose qu'on essaie de faire nous à mesure, on a tout le temps en permanence un projet de groupe comme ça en train, sur lequel on travaille tous, en plus de nos projets, à chacun. Ce qui nous permet de collaborer sur quelque chose qui n'est pas notre thématique principale. Voilà, donc comme ça vous montre un exemple. J'ai fini, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Laura. De rien. Très bonne idée d'avoir un projet de groupe. Voilà, on va en parler dans mai, mais avec Yusuke, on avait déjà un projet en commun d'ailleurs l'année dernière, mais c'est effectivement une bonne idée de faire. Alors, du coup, est-ce que, voilà, les participants, à vos micros, Mohamed, s'il te plaît. Vas-y. Merci Laura pour cette présentation. Moi, j'aurais deux questions et peut-être deux possibilités d'extension pour ce travail. Avez-vous dans le cadre des données de Malakoff Humanis la fréquence du télétravail en fait? Parce qu'en fait, on sait bien qu'avec le Covid, surtout au démarrage, durant la première vague, il y a des entreprises qui ont adopté 2 jours de télétravail, 3 jours de présence, et après, ça a évolué jusqu'à un moment où on était presque à 100% en télétravail. Et je suppose que ça peut impacter la probabilité d'être en arrêt maladie dans le cas d'un contact, en fait. Oui, alors en effet, on a ces données-là par Malakoff. Et en fait, on a tenu compte du télétravail pour les cas contacts. Je l'ai évoqué tout à l'heure, puisque dans les données SocialCov, on avait les probas d'être cas contact, d'avoir des contacts, les taux de contact chez les personnes en télétravail versus les taux de contact chez les personnes pas en télétravail. Et du coup, on a tenu compte de la proportion de personnes en télétravail qui était de 53% dans l'enquête de Malakoff. D'accord. Voilà. Ok. Ce qui d'ailleurs c'est aussi peut-être une limite parce que c'est bien plus élevé que ce qu'on a pu retrouver dans d'autres enquêtes françaises. Tout à fait. Et juste une autre question. Lorsque vous avez récupéré les données d'emploi à partir des enquêtes de l'INSEE, on sait bien que le niveau d'indemnisation des arrêts maladie il est différent entre le secteur privé et le secteur public. Est-ce que vous avez pu distinguer en fait, c'est-à-dire cette proba d'arrêt, si vous travaillez uniquement sur le secteur public où il y avait juste un jour de carence, en revanche dans le secteur privé, ça peut aller jusqu'à 3 jours, voire plus en fait, de carence en fait. Est-ce qu'il y a un changement avec les critères du Covid quoi? Alors, je l'ai pas mentionné, mais en fait, c'est aussi une limite de l'étude, c'est qu'on s'est concentré uniquement sur le secteur privé pour cette étude-là. Donc, on est 100% sur le secteur privé. Et donc, pour Covid, ils avaient supprimé tous les jours de carence, hein, donc il n'y en a plus du tout. Mais voilà, effectivement. Voilà. Et est-ce qu'il y avait une analyse de sensibilité par secteur d'activité, par CSP, cadre versus non cadre en fait? Non. Ok, très bien, merci.
C'est très intéressant. Laura, j'ai travaillé avec des économistes qui ont fait une enquête sur une étude alors transversale sur le télétravail avec avec un questionnaire qui a exploré en détail. Alors c'était donc du coup bon c'est un an après, hein, c'est en 2021, donc je ne sais pas si c'est utilisable pour toi si jamais tu veux toi étudier d'autres périodes. Ça peut être informatif pour l'été 2021. D'accord. Éventuellement. Donc, c'était voilà, un échantillon représentatif. C'est l'enquête Trakov, c'est ça? Non, Non. c'est avec Serge Blondel qui est à Angers. Et voilà, donc avec un questionnaire qui explore donc les habitudes de télétravail et, pendant cette période. Ok. Ça peut peut-être fournir quelques paramètres. D'accord, merci Judith. Après, peut-être, bon, il n'y a pas de main, je vérifie. Les jeunes, vous poser des questions. Voilà, ben alors je me lance. Alors, est-ce que tu as, bon, je comprends que c'est bon, voilà, c'est une période, etc. Tu expliques bien un peu les limites, etc. Mais est-ce qu'il y a pas déjà un peu, voilà, qu'est-ce que tu pourrais recommander sur la base de ce travail? Parce que voilà, 3/4 des épisodes d'arrêt qui sont dus au cas contact. Voilà, on peut poser des questions. Évidemment, Ouais. dans cette période-là, peut-être il y avait une telle incertitude, il suffisait surtout d'arrêter, mettre en arrêt les transmissions. Voilà, mais justement, peut-être en 2021, est-ce qu'on pourrait pas se permettre de poser la question, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce qu'il faut pas voilà, explorer je ne sais pas, des policies un peu intermédiaires qui permettent de stratifier par risque, etc. Oui, pour bah, c'est sûr. éviter. Ouais. C'est sûr, c'est-à-dire que bon, d'un point, il y a le point de vue purement épidémiologique, et ça, c'est pour répondre à ces questions-là, c'est plutôt des modèles, enfin pas ce type de modèle, hein, d'autres modèles comme ceux qui ont été d'ailleurs largement utilisés pour la décision française hein, sur ce qui était nécessaire. Et je pense que pour la première vague pandémique, voilà, ce qu'on a fait, bon, ça a été largement discuté, mais je pense que c'était nécessaire, voilà, pour ne pas saturer de trop nos hôpitaux. Pour des vagues ultérieures, évidemment que des approches, on va dire coût-bénéfice, voilà. Et là, on est du point de vue des coûts pour les entreprises, et puis il y a aussi tous les coûts qui sont en dehors du scope de cette étude-là, mais tous les coûts psychologiques, enfin psychosociaux de ces arrêts. Et enfin, voilà, tous ces coûts-là sont à prendre en compte, en tout cas, au regard des bénéfices épidémiologiques pour la population. Je ne sais pas si ça répond complètement à ta question, mais et donc ce type d'étude peut servir, en tout cas, elle démontre elle démontre si c'était nécessaire que ces coûts ont été énormes. Et donc, voilà, ça peut servir, en tout cas, si c'est couplé à des études sur les risques épidémiques et les impacts en termes de morbidité, mortalité, surcharge hospitalière, etc., à informer aussi des prises de décision. Tu n'as Voilà. pas estimé la Ouais. probabilité de devenir cas positif en étant en arrêt de travail pour être cas contact? Parce que toi, ça C'est par vrai. exemple, ça pourrait, peut-être il y a quelque chose à trouver pour mieux cibler. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est On juste, a- évidemment, on ne parle pas de la première vague, mais les vagues consécutives, et c'est, je crois, le chemin pour lever ce dispositif. Ouais. C'était difficile, hein, et la Oui. question est, est-ce qu'il ne faut pas faire le pas plus tôt? Ouais, non, mais c'est vrai, ouais, effectivement. Bon, après, il y a des enjeux qui nous dépassent certainement, mais voilà, oui, oui, bien sûr, hein. Je suis d'accord. Et après, voilà, du point de vue d'une entreprise elle-même, ça peut aussi l'informer. Enfin, voilà, avoir ce type d'information, ça peut être intéressant pour sa politique locale. C'est-à-dire que là, on parle du point de vue national, mais pour une entreprise elle-même, pour pouvoir anticiper, etc., c'est aussi quelque chose d'intéressant. Ou l'importance de prendre en compte le télétravail, qui aurait pu peut-être Exact. permettre de
Oui, oui, mais ça, on l'a fait, hein, comme je disais, voilà. Et voilà, on est en train d'entamer un nouveau projet de groupe justement sur la gestion optimale du télétravail pour les entreprises, qui tiennent compte à la fois du risque infectieux et des effets des maladies chroniques, etc. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bien, Je de regarde rien. s'il y a une main. Il n'y a toujours pas de main. Non. On va identifier des discutants Ouais, c'est ça, pour hein, l'année prochaine. Donc, c'est-à-dire, il y a toujours une personne du public qui doit mener la discussion, hein. On va introduire ce c'est dispositif ça. Bah pour, oui, oui, c'est sympa pour les gens. Alors pour moi, ça va, je le prends pas mal, mais c'est vrai que c'est sympa pour les gens d'avoir des questions en général. Voilà. Ok, et ben merci à tous. Prochaine réunion, c'est le fin avril, mais plus j'ai précisément regardé tout à l'heure, je l'avais trouvé, c'est le 28 avril. le 28 avril. Voilà, très bien. C'est ça. Très Et bien. ce Bon, sera, ouais, voilà, vous avez le programme, hein, tous normalement, donc voilà. Soyez voilà, nombreux le 28 avril. et On fera un je vais petit faire une rappel. relance comme d'habitude, Exactement, quelques jours moi avant. aussi. Et ben à très bientôt à tout le monde. Bonne après-midi. Au Merci. revoir.